Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 137 du Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de NBA et de Hoopcast. À mes côtés cette saison et à ma gauche tout d'abord, monsieur Georges Eddy. Bonjour Georges. Bonjour Alain. Très heureux de vous accueillir dans l'équipe du Hoopcast cette saison. Et moi, très heureux d'être là avec vous. À ma droite, il est là pour Basket USA, notamment Jérémy Levescon. Bonjour Jérémy. Bonjour Alain, bonjour Georges. Très heureux également d'être avec vous. Jérémy, que vous avez déjà rencontré bien sûr si vous avez suivi la soirée transfert l'an dernier, puisque tu avais été notre homme des flash infos pendant toute la soirée. C'est vrai. Alors il va falloir savoir si tu me tutoies ou si tu vois Georges. Non, je qu'on trouve quelque chose. On tutoie tout le monde, on a voilà, dit tout le monde va se tutoyer, ça va me rajeunir un peu. Voilà, on tutoie tout le monde. Au programme de cette première émission de la saison, beaucoup de previews évidemment. On va se demander si les Warriors sont imbattables. On va vous donner des pronostics pour les conférences Ouest et la conférence Est. On vous donnera également quelques rookies à suivre et plein d'autres surprises. C'est parti pour le premier Hoopcast de la saison. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et maintenant Kevin Durant. Les Warriors étaient impressionnants, ils sont maintenant terrifiants. Peuvent-ils être battus? C'est la première question de la saison pour le Hoopcast. Messieurs, on va commencer par regarder un petit tableau qui récapitule ce qui s'est passé l'an dernier pour les Warriors. Et forcément, c'était du très très lourd. 73 victoires, 9 défaites, 114 points, 115 points par match, c'était les premiers. Et la finale perdue de justesse contre Cleveland. On ajoute à ça un Kevin Durant. Et messieurs, est-ce que le titre est assuré? Georges, première question de l'année. Beaucoup le disent et le pensent. Je suis un peu moins certain que cette équipe va faire le rouleau compresseur et écraser la saison régulière et les playoffs. C'est possible parce qu'on a rarement vu dans l'histoire de l'NBA dans ces dernières années autant de talents dans le même effectif. Mais attention, les blessures, les adversaires chaque jour, ça va être une finale pour l'équipe qui veut battre ces Beatles modernes du basket, les Warriors. Donc moi, je les vois gagner moins de matchs que la saison passée. Ils vont surtout pas courir après les records. Ils ont battu tellement de records. Bon, là, ils ont compris. Il n'y a que les playoffs et les titres. Et ça va être la méthode Greg Popovich de la part de Steve Kerr pour préserver tout ce beau monde jusqu'au match les plus importants. Jérémy, est-ce que les Beatles vont gagner ou est-ce qu'il y aura des Rolling Stones pour pimenter la partie? Je suis entièrement d'accord avec Georges. Je n'ai jamais vu une équipe imbattable. Ils ne sont pas imbattables. Ils ne sont pas invincibles. Après, dire qu'ils ne sont pas imbattables, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas favoris non plus. Mais il y a des points d'interrogation. La défense intérieure, mais aussi le scoring des remplaçants avec la perte d'Elandro Barbosa et de Marisa Spites. Ça reste une énorme équipe. L'ajout d'un Kevin Durant qui fut MVP en 2014, un des meilleurs shooters extérieurs également de l'histoire, avec parmi certains des joueurs qui sont les meilleurs shooters également de l'histoire. On y vient à Kevin Durant justement, tu vois, 28,2 points par match, 8,2 rebonds, 5 passes par match. Forcément, c'est une tête d'affiche énorme, tu l'as dit, MVP 2014. Quasiment 20 tirs par match. C'est aussi une des questions. Qui va souffrir de l'arrivée de Kevin Durant? Alors souffrir, c'est un bien grand mot, hein. Ils vont gagner des matchs, ils vont normalement être contents. Mais qui va souffrir sur le plan du jeu? Qui va perdre des shoots par exemple, Georges? Pour moi, c'est un faux problème. Déjà, ce que je vois dans ces 20 shoots par match, c'est surtout qu'il met plus de 50%. Donc, à la limite, il devrait shooter le plus possible. Quand on a des forts pourcentages, c'est ce joueur-là qui doit avoir le ballon et l'équipe doit travailler pour lui. Et je crois que ça va être le cas avec cette équipe très intelligente de Golden State. Ils vont jouer sur le joueur qui a la main chaude. Klay Thompson et Durant devraient tourner à 23, 24, 25 points en moyenne chacun. Et ils vont peut-être avoir une petite bataille dans tel match qui va être le meilleur marqueur. Et chacun va accepter, à mon avis, de donner le ballon à celui qui est chaud ce jour-là. Et c'est ça, les grandes équipes. Beaucoup pensent que Klay Thompson va être le joueur qui va se sacrifier entre guillemets en termes de ticket shoot. Pour moi, c'est Stephen Curry qui va faire le plus de compromis, qui va se muer davantage en créateur, récupérer la gonfle lorsque ça va mal. Mais Klay Thompson, au contraire, je le vois faire une grosse saison au shoot. Kevin Durant également, mais peut-être que Stephen Curry, qui a déjà tout prouvé, 2 titres de MVP consécutifs, va moins tirer que par le passé. Donc Curry... Ça c'est une bonne analyse. Parce que déjà, il était à 30 points par match. Plus de 400 paniers à 3 points. Donc, ça serait tout à fait logique qu'il redevient un meneur passeur et pas uniquement un finisseur. On pourrait avoir une config où Curry, par exemple, est à, je sais pas, 12 passes par match et il est moins bon, il est moins haut au niveau du scoring que les deux autres.
Évidemment, surtout que c'est un très bon passeur. Hein. C'est un créateur très inventif, capable de passes de génie et qui sait très bien trouver ses coéquipiers ouverts. Et je crois qu'il est vraiment très altruiste, très peu individuel finalement dans l'âme. Jérémy, au niveau du scoring, par contre, il y a des gros clients, notamment le fameux club des 50, 40, 90. Ils sont 7 dans l'histoire à l'avoir fait. Hein. Steve Nash, Dirk Nowitzki. Steve Nash l'a fait à 4 reprises, Dirk Nowitzki. Mais aussi donc Larry Bird, Mark Price. Et puis il y a donc Stephen Curry et Kevin Durant. Ils l'ont fait tous les deux. C'est la première fois que dans une équipe, on en réunit deux. Cela démontre vraiment le niveau de shoot, d'adresse qu'il y a dans cette équipe. Et puis Klay Thompson est aussi un des meilleurs shooters de la NBA. Un des 5 l'an dernier à avoir fait du 47 au pourcentage global, 42% à 3 points, 88% lancé franc. Et Draymond Green, de surcroît, est un des 5 intérieurs à avoir tourné à plus de 38% à 3 points l'an passé. Donc c'est une équipe inarrêtable. Il y aura toujours un joueur qui sera capable de planter des points. Oui, donc il y a de très gros clients. On vous rappelle, hein, le club des 50, 40, 90, bien sûr, c'est 50% d'adresse générale, 40% à 3 points, 90 sur les lancers francs. Draymond Green, tu en as parlé. Georges, est-ce que ça va peut-être pas être lui? En tout cas, pour l'instant, en pré-saison, 5 points, 3 passes décisives, 4 rebonds environ de moyenne pour Draymond Green. Est-ce que c'est pas lui finalement qui va avoir moins de ballons? Bon, il ne faut pas trop se fier au stade dans les matchs de pré-saison, mais il avoue très récemment qu'il est en train de s'ajuster. Il aura peut-être moins souvent le ballon en main. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière tout le temps? Écran de Green en tête de raquette pour Curry. Changement de joueur ou prise à 2 sur Curry et Green se retrouve à être le deuxième meneur de jeu, un peu comme Boris Diaw dans le système de Phoenix avec Nash et D'Antoni. Donc peut-être il y aura une redistribution au niveau de la circulation de ballon, les touches. Aux États-Unis, qu'est-ce qui est important? C'est le PT, playing time, et le touches. Combien de fois vous touchez le ballon en attaque dans le match? Donc, il va falloir trouver un équilibre, mais Green est assez intelligent et surtout assez polyvalent pour s'incruster là où il est le plus utile. Et ça va être à Steve Kerr et à son staff de faire l'amalgame de tout ça. Jérémy, tu y as fait allusion tout à l'heure, peut-être une petite faiblesse à l'intérieur. On va voir les stats. Ils ont remplacé un Andrew Bogut par un Zaza Pachulia. Et voilà ce que ça donne. Pachulia marque plus de points, prend plus de rebonds finalement sur la saison dernière. Alors ils n'ont pas tout à fait le même rôle, on rappelle que il a joué plus de minutes aussi. Était à Dallas. Est-ce qu'ils y perdent ou pas? En termes de stats, Zaza Pachulia est un très bon joueur. Hein. Il a fait de très belles choses l'an dernier à Dallas. Et il a presque été All-Star également, mais ce n'est pas du tout le même rôle et le même impact défensif. Les stats parfois ne démontrent pas tout, surtout celle-ci. C'est pas du tout le même impact défensif. Andrew Bogut est capable de défendre au large, mais aussi de revenir dans la raquette et imposer sa taille et de contrer. Et puis là, on parle de la défense. Dans la défense intérieure, il y a aussi le départ d'Harrison Barnes, qui était un très bon défenseur. Et là, ça signifie que Draymond Green va se retrouver avec une charge défensive bien plus importante. Et c'est là où il y a le plus d'ajustements à faire. Et moi, j'ai un petit peu peur pour lui. Ça va peut-être faire également beaucoup de choses à gérer pour tout au long de la saison. Oui, allez savoir si un joueur comme JaVale McGee, s'il arrive à accrocher une place dans les 15, lui, il a la détente, la possibilité de contrer. Il est un peu foufou, mais à la limite, dans une équipe intelligente comme ça va le calmer. Il va rester dans son rôle. Et c'est un joueur qui peut être le troisième ou le quatrième intérieur dans certaines situations. Pachulia, il va être aussi bon que Bogut pour faire les écrans, mais c'est un moins bon passeur, un moins bon contreur. Par contre, il est peut-être moins fragile parce que Bogut a souvent été blessé dans sa carrière. Donc, ça va être différent. Et on oublie aussi Festus Ezeli, qui était un jeune pivot physique, bon défenseur. Donc, il va manquer. Et ça va être un jeu un peu différent. Mais bon, il y a tellement de talent, ça va marcher. Hein. Est-ce qu'il y a un coup à faire? On va juste pour finir sur l'intérieur. Est-ce qu'il y a un coup à faire quand même en pilonnant à l'intérieur? Alors, il n'y a plus beaucoup de pivots dominants, mais est-ce que ça peut être une des techniques à employer, même s'il va y avoir beaucoup de monde pour shooter dehors? Pilonner à l'intérieur, ralentir le jeu, est-ce que c'est le plan de jeu face à ces Warriors? Bah, si vous avez un pivot scoreur, tout à fait. Il va falloir les fatiguer, provoquer des fautes, sortir les titulaires du match, sortir Stephen Curry, Klay Thompson, et essayer de les user, essayer de leur faire sortir de leur rythme. En effet, pilonner à l'intérieur. Malgré tout, il faut vraiment compter sur de la méforme et des blessures, je pense aussi, pour mettre en difficulté les Warriors. Ça, c'est rarement bon signe quand on doit compter sur les blessures d'en face. Un petit point sur le banc. Tu l'as dit, Leandro Barbosa, Maurice Speights, c'est parti. C'était un bon apport offensif. On se retrouve quand même avec André Iguodala, Sean Livingston, Ian Clark, David West, James McAdoo. Il y a beaucoup de monde sur ce banc. Il va peut-être falloir faire un peu de tri. On le voit sur ce 5 derrière le 5 majeur. Livingston, donc McCo, Clark, Iguodala, West, Magui, on en a un peu parlé. Iguodala, c'est toujours du solide. Sean Livingston aussi.
Au poste 2, c'est peut-être un peu plus incertain. Il y a également Anderson Varejao qui manque, mais il y a Patrick McCaw, Yann Clark. Yann Clark va faire une belle saison, je pense. C'est un joueur qui est capable de percuter, de shooter également, un joueur très sérieux. Patrick McCaw, c'est un rookie, mais il a déjà montré de belles choses en pré-saison. Il ne faudra peut-être pas en attendre beaucoup tout au long de la saison régulière. Le banc, c'est peut-être affaibli, même s'il y a David West qui est capable de shooter à l'intérieur, de shooter au poste, De prendre des rebonds. Le banc, c'est peut-être affaibli. Cela reste un des meilleurs bancs de la ligue. Sean Livingston et André Iguodala peuvent tous les deux prétendre au titre de meilleur sixième homme. Et Ça va jouer plus au sol, en fait. C'est vrai. Vous pensez un peu à une équipe grecque où ils disent toujours restez au sol, restez au sol. Il ne faut sauter que si vous allez shooter. Et là, sans Ezeli et sans Bogut, ça va être moins aérien en défense. Mais si vous mettez 10 points de plus par match en attaque, c'est pas trop grave, quoi. Alors, un petit point moral, 2 questions pour terminer cette séquence. Messieurs, un point moral d'abord. Kevin Durant à Golden State, on n'en a pas parlé forcément pendant les vacances. Est-ce que ça vous déçoit ou pas? Georges, veux-tu commencer? Non. Moi, je pense que les joueurs NBA ont lutté pendant des décennies, en commençant avec Oscar Robertson, pour avoir ce droit de choisir quand ils sont en fin de contrat, des free agents. Après 9 saisons à porter sur son dos Oklahoma City dans un jeu très 1 contre 1, beaucoup d'individualisme, et aussi avec le taciturne Russ Westbrook, qui ne doit pas toujours être facile à vivre. Durant voulait gagner des matchs, gagner des titres, mais avec le sourire, en s'amusant et en partageant davantage et en jouant un basket plus collectif. Parce que je pense que, comme les grands joueurs, Nash et Tony Parker, Duncan, tous ces joueurs, ce sont des étudiants de l'histoire du basket. Et ils voient cette équipe qui joue peut-être le plus beau basket au niveau jeu de passe, partage peut-être de tous les temps. Ça me fait penser aux Knicks des années 70, par exemple, ou plein d'autres grandes équipes qui jouent bien ensemble. Voilà, Durant voulait participer à quelque chose de nouveau collectivement. Cela ne me déçoit pas du tout. Je comprends les reproches faits à Durant. Néanmoins, comme tu l'as dit, les joueurs ont le droit d'être free agent, ont le droit de tester le marché. Il a pris ce droit. Le basket, même s'il y a également beaucoup d'argent en jeu, cela reste du plaisir, un jeu. Si on a envie de jouer quelque part, de prendre du plaisir ailleurs, il faut absolument le faire. Et puis une carrière NBA, ça peut être très court, cela peut s'arrêter à n'importe quel moment. Durant a déjà manqué presque toute une saison il y a 2 ans. Voilà, il ne faut pas hésiter à vivre tout ce qu'on a envie de vivre. On va se marrer. Et d'aller jouer dans la franchise qui l'intéresse. Kevin Durant va donc se marrer. Messieurs, combien de victoires justement? Et est-ce qu'ils vont gagner le titre? Oui ou non? C'est l'instant prono pour terminer. 65 victoires. Ils sont quand même favoris pour le titre. Donc je pense qu'ils vont gagner le titre, mais je ne pense pas que ça va être facile. Pas de record, c'est plus l'objectif. 67 victoires comme les Spurs. Le titre à la fin. Allez, moi j'ai monté à 68. Et le titre, on passe au pronostic de la conférence Ouest. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. Qui ira en play-off cette saison? C'est la saison des previews et donc le moment des pronostics. On va commencer par la conférence Ouest. Les Warriors, on vient d'en parler, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres équipes et plein de choses intéressantes qui vont se passer. Le top 8 en play-off, c'est tout de suite pour cette conférence et on va tout de suite regarder les choix de Georges et de Jérémy. Vous allez avoir les top 8 qui vont s'afficher à l'instant. Et beaucoup de similitudes, messieurs. Warriors, Spurs, Clippers, tout ça c'est pour tout le monde. Rockets, ils apparaissent également. Le Jazz aussi. On se retrouve sur pas mal de choses. Le Thunder, les Blazers, les Mavs. Au final, c'est très similaire d'ailleurs, messieurs. Le classement est différent. Le classement est différent. Alors, on a dit un mot sur les Warriors. Le Jazz très très haut. Peut-être trop haut, attends, finalement, quand Alors, je je pense. suis surpris de voir ça. Mais si j'ai bien compris, on a le même. Alors on va commencer, 8. voilà, et on va commencer par le top 3. Le top 3, on a parlé des Warriors, on va regarder un petit peu l'effectif des Spurs qui est beaucoup dans l'actualité, notamment à cause de cette rumeur très étonnante de transfert, en tout cas qui m'a étonné. LaMarcus Aldridge pourrait être sur le départ, ou en tout cas il y aurait un peu d'agacement, peut-être d'être derrière Kawhi Leonard, on ne serait pas totalement satisfait non plus du côté de la franchise. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pouvez croire de voir LaMarcus Aldridge repartir dès la fin de cette saison, ou même pendant la saison, alors que ça fait à peine 1 an qu'il est là? C'est une rumeur qu'on a relayée sur Basket USA, et il y a raison, puisque les sources sont très sérieuses, celles qui ont émis cette rumeur. J'y crois absolument pas, en revanche, dans la mesure où LaMarcus Aldridge savait pourquoi il avait signé. Greg Popovich est très clair là-dessus. Il l'avait dit, qu'il était prêt à faire quelques sacrifices en termes de shoot. Il sait où il va dans le système Spurs. Greg Popovich fait très attention aussi à recruter des joueurs qui n'ont pas non plus beaucoup d'ego, qui ne sont pas très individualistes. J'y crois pas. Il aura en plus ses 20 points par match quand même cette saison. C'est pas l'arrivée de Pau Gasol qui va le faire diminuer ses tickets shoot, donc j'ai beaucoup de mal à y croire.
J'avoue que ça me laisse perplexe parce que Jackie McMullen, qui sort un peu cette information, est une des plus grandes journalistes NBA. Et d'ailleurs, je la connais personnellement depuis 30 ans, donc ce n'est pas le genre de journaliste qui sort n'importe quoi pour faire du buzz. Mais en même temps, je me dis, si c'est vrai, il me déçoit énormément. C'est-à-dire, si le Marcus Aldridge est assez égocentrique pour se dire « Ah, c'est pas normal, Kawhi Leonard marque plus que moi, je suis venu pour être le numéro 1 », ça c'est nul. Il aurait dû, ou j'espère qu'il est en train de se dire « Je suis venu justement pour gagner des titres ». Le fait d'avoir Leonard à côté de moi, ça m'aide dans cet objectif, et on va partager les responsabilités, les ballons, les points, et qui est le meilleur marqueur ou qui est le deuxième, mais on s'en fout royalement. C'est sans doute le discours que Greg Popovich va avoir avec lui. Si ça s'avère que vraiment, ça lui pose un problème. Mais j'ai du mal à le croire. San Antonio, ça fait 15 ans que c'est une franchise où l'un des meilleurs ailiers forts de l'histoire a accepté de diminuer son rôle. Ensuite, c'est Manu Ginobili qui, un temps, fut meilleur scoreur. Ensuite, ça a été Tony Parker. Les joueurs se fichent de leur rôle. Quand on va aux Spurs, on le sait. C'est leur force. Justement, on va regarder le 5 de ces Spurs parce qu'il est quand même très complet, même si la Marcus Aldridge est assez ronchon. Tony Parker, Danny Green, Kawhi Leonard, la Marcus Aldridge et Pau Gasol. La nouvelle recrue derrière, Mills, Ginobili, Simmons, Anderson. Tillman, c'est peut-être un peu court au niveau du banc. On va juste s'intéresser à Pau Gasol. Est-ce que ça comble le départ de Tim Duncan, même si ce n'est pas tout à fait le même profil? Plus ou moins, vu le niveau de Duncan, on va dire dans la deuxième partie de la saison passée, je pense que Gasol va être même plus fort que lui. Mais bon, après, il a le leadership, son passé, la tradition qu'il a créée avec les Spurs. Donc, il était important dans le vestiaire, sur le banc, partout. Gasol, bon, malgré son âge, il est encore très, très performant. Un peu moins bon en défense qu'il y a quelques années. Mais honnêtement, il devrait combler plus ou moins ce qu'a apporté à la fois Boris Diaw et Tim Duncan. Mais mon problème avec les Spurs, c'est qu'après, il n'y a plus David West. Après, ça m'a l'air de s'affaiblir. Et au niveau du meneur, il n'y a pas vraiment encore un relais pour Tony Parker. Bon, les Spurs, pour moi, c'est la deuxième meilleure équipe à l'Ouest quand même. Mais une blessure à un joueur du 5 et tout de suite, ils sont dans le dur. Ce qui me fait le plus peur par rapport aux Spurs, c'est notamment Pau Gasol. On parlait des éventuelles revendications de la Marcus Aldridge. Pau Gasol est un joueur qui peut avoir ces revendications-là, qui a du mal à faire la transition du rôle qu'il a dans le basket FIBA, où c'est une star européenne. Ensuite, revenir dans un système... Oui, à Chicago, déjà, parfois, il y a des... lorsqu'il s'agit de jouer small ball, Pau Gasol ne le veut pas. Et il a déjà... ça, c'était surtout avec D'Antoni aux Lakers. Quand il était dans le coin, shooté à 3 points, c'est clair que là, il n'était pas à l'aise. Et il a déjà eu une déclaration depuis son arrivée aux Spurs, vous l'a dit, il ne va pas trop falloir non plus insister sur le small ball. Donc c'est ça qui me fait un petit peu peur à ce sujet-là, mais sinon sportivement, ça reste une plus-value. En effet, je suis d'accord avec toi. Le banc peut être intéressant. On a oublié Davis Bertans sur le tableau. Ça va être une saison de transition pour ce banc-là, mais avec des joueurs qui peuvent montrer des nouveaux qui peuvent éclore. Mais un autre truc, c'est que normalement, Gasol, qui est tellement complet, il devrait pouvoir s'adapter au jeu de Marcus Aldridge. Il peut jouer en poste bas et laisser Aldridge jouer à 5-6 mètres comme il aime shooter. Ou si Aldridge est plus grand que son adversaire, Pau Gasol peut même shooter à 3 points comme il a fait avec l'Espagne. Donc, je pense qu'entre joueurs, on va dire, de bonne intelligence, ça devrait se faire. En 30 secondes, ce qu'il faut juste dire aussi, parce qu'il faut le citer, c'est quand même le rôle de Tony Parker qui va vraiment se muer en distributeur là, et je suis sûr qu'il peut le faire. Tout à fait. On va passer sur les Clippers, où c'est en commun, ça reste dans la continuité. On va surtout s'intéresser aux Rockets aussi, où là, il va se passer beaucoup de choses avec l'arrivée de Mike D'Antoni et un nouveau rôle pour notre ami James Harden. Et ça, messieurs, ça risque d'être fortement intéressant. C'est l'équipe que j'ai choisie dans quelques blogs ces dernières semaines. Je pense que c'est Houston, l'équipe qui va faire la meilleure progression cette saison, que ce soit à l'ouest ou à l'est. Avec Philadelphie, on va dire, à l'Est. Parce que, bon, ils ont fini 8e. Ils ont accroché in extremis une place en play-off. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un coach qui est parfaitement adapté à son effectif. C'est-à-dire, c'est du run and gun. C'est une équipe qui shoot pratiquement le plus avec Golden State à 3 points de l'NBA, qui fait le plus de contre-attaques. Et D'Antoni, qu'est-ce qu'il veut? Du 3 points et de la contre-attaque et pas de pivot. Donc, ils ont pas vraiment de pivot parce que Dwight Howard est parti. Clint Capella, il va jouer les alley-oops. Donc, ça va jouer entre guillemets small ball, mais quand même avec des ailiers qui dépassent les 2 mètres. Donc, moi, je vois une équipe très adaptée à leur nouveau coach et ça devrait
plutôt progresser. On va jeter un œil aux 5 des Rockets. Tu vas pouvoir commenter ça, Jérémy. James Harden, Eric Gordon, Trevor Ariza, Ryan Anderson, Clint Capella. Sur le papier, c'est un peu moins fort que l'an dernier. Sur le papier, après, comme le dit Georges, pour le coach, ça peut être pas mal. Je sais même pas si sur le papier c'est moins fort. En tout cas, ce sera du basket champagne. Si Eric Gordon et Ryan Anderson sont en forme, c'est pas moins fort du tout, en sachant qu'ils sont très adroits. Eric Gordon, c'est un gros si quand même. Voilà, c'est un gros si. Voilà, même Ryan Anderson d'ailleurs qui peut être blessé. C'est le banc. Il va falloir quand même que Sam Dekker prenne ses responsabilités. En tout cas, c'est un très bon joueur, mais qui a été très blessé l'an passé. Je pense que Mike D'Antoni est capable de plus faire jouer les jeunes que JB Bickerstaff l'an passé ou encore Kevin Michael. Ça va surtout dépendre du banc. Sinon, en effet, il va y avoir du point et je crois qu'ils ont compris qu'il fallait défendre. Oui, et surtout si le leadership de Harden suit les méthodes de D'Antoni, c'était ça le problème l'année dernière aussi. Harden faisait son truc et tous les autres faisaient autre chose. Ouais. Et là, je crois que tout le monde va ramer dans le même sens et c'est déjà énorme. Une autre équipe sur laquelle je crois que vous étiez d'accord, hein, le Thunder, c'est en playoff pour tout le monde? Oh oui, oui, oui. Oui, hein, c'était en playoff pour tout le monde, je crois, le Thunder. Ils vont descendre dans le classement, mais je les vois quand même. On va regarder le 5 du Thunder tout de suite et qui sera porté par Russell Westbrook, évidemment, cette équipe d'Oklahoma City. Et derrière, il y a du nouveau, Oladipo, Robertson, Ilyasova, Steven Adams. Est-ce que, alors selon vous d'ailleurs, c'est même pas est-ce que, vous pensez que Russell Westbrook peut porter cette équipe en playoff à l'Ouest? Oui, pour se qualifier pour les playoffs. Gagner la conférence Ouest, non. Ça paraît très léger, même pour aller en playoff. On se demande s'il va tourner un triple-double au niveau des stats. Ouais. Il ne va pas en être loin. Mais leur ligne intérieure est quand même relativement impressionnante. Steven Adams, c'est un des meilleurs pivots défensifs, avec en plus des vraies mains pour l'attaque également. Enes Kanter progresse même dans son comportement. Russell Westbrook, c'est un talent. Après, en revanche, l'équipe me paraît vraiment déséquilibrée. Victor Oladipo et Russell Westbrook sur la même ligne arrière. En termes de port du ballon, c'est très conséquent. Oui, et puis c'est des joueurs un peu irréguliers à 3 points. Mais bon, très honnêtement, pour faire le top 8, il y a aucun assez de talent. Après, on se demande jusqu'où ils peuvent aller en playoff, quoi. Les Blazers sont aussi dans votre top 8. Un petit mot là-dessus. Damian Lillard dit qu'ils peuvent embêter n'importe qui. Est-ce que vous êtes d'accord, Georges? Comme la saison passée, mais je ne vois pas cette équipe progresser encore autant. La surprise, c'est la saison passée. Là, ils vont confirmer. Ils vont être dans le top 8, mais je ne les vois pas faire un gros bond supplémentaire. Le problème, c'est que pour les Blazers, ils comptent avant tout sur la progression en interne des joueurs. Cela peut mettre plus ou moins de temps. Un peu comme les Warriors, d'ailleurs, il y a quelques années, hein, mais eux, ça a été bien plus rapide. Je ne sais pas s'il y a le même talent chez les Blazers. Ils vont faire les playoffs. Ils peuvent embêter n'importe qui, ça c'est clair. De là à prétendre au final de conférence Ouest ou ce genre de niveau, je ne crois pas. Allez, un tout petit mot sur les Jazz, messieurs, parce qu'on est déjà dans le chrono. Est-ce que vous y croyez tous les deux? C'est la progression naturelle aussi. Il y a l'arrivée de Boris Dio. C'est l'équipe avec 2 Français d'ailleurs. Joe Johnson. George Hill. C'est vrai que ça s'est considérablement renforcé. Ça peut passer le premier tour? Ça peut déjà aller en playoff, c'est ce qui manque. Déjà, c'est pas mal. Et toi, tu les vois 4e. Moi, je les vois 8e. Explique-nous ça. Non, mais ce classement, pour moi, est caduc. Les conférences ont tellement changé, les équipes ont tellement changé que c'est pour moi très difficile de faire un classement. Voilà. Donc 4e, n'en parlons pas. Et à l'Est, ça va être encore plus compliqué. Alors, on revoit le classement, on reparlera des Mavericks une autre fois. Juste un petit mot sur une équipe, parce que je vois que vous ne les avez pas mis. Personne ne voit les Timberwolves en playoff, à part moi, en l'occurrence, parce que je les mettrai en playoff. Ah non, moi, j'y crois pas. Déjà, ils sont passés de 16 victoires à 29. Donc là, la grosse progression est faite. Thibodeau va essayer de faire défendre tous ses jeunes loups, c'est bien. Ils vont peut-être gagner 5 ou peut-être même 10 matchs de plus. Mais c'est quand même costaud, la conférence Ouest, je ne les vois pas dans le top 8. Ils peuvent attraper les 40 victoires, mais encore une fois, là, c'est en revanche la ligne intérieure qui peut être faible autour de Karl Anthony Towns. Nicolas Pekovic ne reviendra pas, Kevin Garnett part à la retraite. Il y a quand même quelques interrogations. Fragile. Mais ils vont progresser. Eh bien, ça restera mon coup de cœur et je maintiens que les Timberwolves seront en play-off. Là, c'est un gros pari de la part d'Alain Maté. Je maintiens, je mets les Timberwolves en play-off. J'y crois pas du tout. C'est bon, il ne faut pas toujours être d'accord parce que sinon, les gens vont s'ennuyer. On passe à la conférence Est. Sizing up Anderson, long 3. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. Les Cavaliers vont-ils garder leur trône? Les Knicks vont-ils jouer les troubles fêtes? Voilà des grandes questions dans la conférence Est. C'est de nouveau la preview du Hoopcast et on va encore une fois lancer directement le top 8 des 2 hommes qui sont en plateau avec moi. J'ai dit Jérémy Lebescon. Voyons qui vous envoyez en playoff. Cavaliers, Hawks, Celtics, Pacers, Raptors, Bulls, Knicks, Pistons. Ça c'est pour Jérémy. Et Georges, Cavaliers, Celtics, Raptors, Pacers, Hornets, Pistons, Knicks, Magic. Il y a quelques petites différences. Je tiens à dire que le classement des Bulls pour moi est arrivé avant le trade
de Michael Carter-Williams. Hein. D'accord, bon, on va en reparler. On va faire comme, on va donner un petit mot dans l'ordre, encore une fois, et on va commencer par les Cavaliers avec la re-signature de J.R. Smith qui est arrivé il y a quelques jours. Et ça, c'est quand même un gros plus pour Cleveland par rapport à l'intersaison. Tout va bien, bon, ils ont pleine confiance. LeBron sera encore à son meilleur niveau. Donc, c'est clair que, comme Golden State, Cleveland est archi-favori. Les bookmakers l'ont confirmé aux États-Unis. Il le fallait, il était temps. Son salaire correspond à la moyenne des arrières titulaires en NBA. Ça récompense de son titre. En revanche, il va falloir qu'il garde l'investissement similaire qu'il a accompli la saison passée. Oh, il va le faire. Il a eu ce qu'il voulait. Il a été patient. Oui. Et c'est tout à fait normal, après avoir gagné les titres, qu'il soit à presque 15 millions la saison. On jette un petit œil sur le 5 de Cleveland. Irving, Smith, James, Love, Thompson. C'est du très classique avec Andersen, Fry, Schumpert, Donlevy et Felder derrière. On va enchaîner, messieurs, sans plus tarder, avec la suite et un petit point de dissension entre vous, les Raptors, puisque Jérémy, toi, tu les vois plutôt chuter, cette équipe de Toronto. On va tout de suite regarder son 5 pour se donner une idée de ce qui les attend. Là encore, hein, on est sur une équipe qui joue la continuité. Laurie, DeRozan, Carroll, Sullinger, Valanciunas. Derrière, Joseph, Powell, Ross, Patterson, Poltel. Je les vois chuter parce qu'il y a la perte de Bismack Biyombo, parce que je pense que c'est aussi un effectif qui a atteint ses limites. DeMar DeRozan, je ne le vois pas aller beaucoup plus loin dans sa progression individuelle. Et Dwayne Casey a du mal à ajuster son système de jeu, à donner des ballons à Jonas Valanciunas. Et comme en plus un coach rentre dedans, cela peut vraiment finir par épuiser les joueurs. Donc j'ai du mal à les voir progresser. Oui, Sullinger, bon là on parlait des joueurs qui jouent au sol. Lui, il est vraiment au sol par rapport à Biyombo, un des meilleurs contreurs de la Ligue. S'il monte et qu'il retombe, c'est dangereux pour ses articulations, oui, à mon avis. Et pour le parquet aussi. Oui. Pour les lattes. Non, bon, je pense que Toronto va être encore dans le top 3. Je vois plutôt Boston passer devant Toronto. Ils ne vont pas dégringoler, mais je les vois un tout petit peu moins forts comme Jeremy par rapport à la saison dernière. Boston, justement, très bonne transition, Georges. On va y passer avec Al Horford qui est arrivé. On va analyser ce 5-là également. Isaiah Thomas, Bradley, Jake Roder, Amir Johnson et Al Horford. Cette arrivée d'Al Horford, c'était le gros coup de l'été dans la conférence S, Jérémy. Oui, c'était le deuxième free agent le plus courtisé après Kevin Durant de toute la NBA. Cela va leur amener de l'animation du jeu, un vrai gagnant. Hein, on l'a déjà vu depuis ses années universitaires à Florida. Après, est-ce que c'est le joueur qui fait de Boston un candidat au titre? Je n'y crois pas. Ils vont atteindre peut-être probablement les finales de conférence Est, en tout cas à un gros niveau, ils vont progresser. Cela n'en fait pas un prétendant au titre pour moi. Je suis d'accord. Mais c'est déjà une bonne progression s'ils arrivent en finale de conférence, si on compare avec les 10 ou 15 dernières années, en dehors de la période Pierce Garnett et les deux finales et le titre. Moi, j'aime bien cette équipe de Boston. Je pense que le rookie va être dans les tout meilleurs. Il va avoir son rôle. Mais Isaiah Thomas pense que cette équipe va manquer un shooter à 3 points. Ils vont peut-être encore chercher dans les free agents éventuellement ou peut-être vis-à-vis un échange. Un joueur à 3 points pour écarter les défenses, pour permettre justement à des joueurs comme Horford ou Isaiah Thomas d'avoir de l'espace pour s'exprimer. Il manque vraiment tout extérieur, à part Jonas Jerebko. Jaylen Brown, le rookie, est encore relativement irrégulier à ce stade-là. Et ils ont perdu. Et Jack Roder reste un joueur aussi qui a 36%, mais pas de là non plus à en faire un shooter de série. Donc ça leur manque. Autre grande métropole, c'est New York, où là, il y a eu beaucoup de mouvements pendant l'intersaison. On va regarder une nouvelle fois le 5 de cette équipe. Derrick Rose, Courtney Lee, Carmelo Anthony, Kristaps Porzingis et Noah. Finalement, Anthony et Porzingis sont les deux seuls survivants de la saison dernière dans le 5 majeur. Est-ce que cette expérience, parce qu'on a beaucoup de joueurs d'expérience, va fonctionner, Georges? Bon, c'est un très beau 5. J'avoue que je reste très dubitatif par rapport aux Knicks et aux Bulls. Et ils ont signé des noms, on va dire, ronflants. Ça impressionne. On a entendu Rose dire qu'ils vont jouer tout de suite pour le titre. Bon, c'est exagéré. Surtout qu'il a des problèmes judiciaires qui risquent de perturber l'équipe pendant un moment. Bon, ça peut marcher. Ils peuvent faire les playoffs. Je les ai mis dans le top 8. Les Bulls, j'y crois un peu moins parce qu'ils n'ont pas de shooter. Allez savoir. Après, il y a la fragilité de Noah qui a arrêté presque toute la saison dernière. Rose, statistiquement, c'est un des plus mauvais meneurs, en plus-moins quand il est sur le terrain. Il ne bonifie pas tellement les autres. Porzingis, j'y crois à 100%. Et Carmelo, son leadership avec Team USA a été exemplaire. Donc, il y a un socle. Et si Hornacek, qui est un très bon coach, arrive à faire comme Frank Vogel avec Orlando, un ensemble cohérent rapidement,
Ça peut fonctionner, mais j'ai des doutes. Ce qui m'intéresse chez les Knicks, c'est pas les noms ronflants comme Derrick Rose, comme Joakim Noah, même presque qui reste un très bon joueur, mais ce sont justement les joueurs dont on parle moins. Brandon Jennings, Minougas Kuzminskas qui fait son entrée en NBA, mais aussi Willy Hernan Gomez et Courtney Lee. Et je pense que le socle de joueurs collectifs, de joueurs qui, bon, Brandon Jennings c'est un cas à part, mais de joueurs qui ont du talent et qui peuvent amener un vrai second souffle aux Knicks et qui va leur permettre de revenir dans le top 8. Ils ont une bonne rotation, donc en fait ils ont un effectif de 10 joueurs performants. Bon, il va falloir que Hornacek arrive à faire tourner tout ça, quoi. Mais je pense que Carmelo Anthony va faire aussi une vraie saison de leader. Dans le leader dans l'âme, dans le vestiaire également. On l'a déjà senti avec Team USA. Je pense qu'il est arrivé au moment où il ne va plus s'occuper de ses stats personnels. Il a envie de gagner des matchs, aller en playoff et être considéré comme un winner. Mettez-moi dans le camp des dubitatifs aussi, quand même. J'ai un peu de mal à croire là-dedans. Oui. Jérémy, tu as mis les Bulls en playoff, tu as 30 secondes pour nous convaincre. Parce que Dwayne Wade reste un joueur formidable, parce que Rajon Rondo reste aussi un meneur formidable, qu'on le veuille ou non. En revanche, cela va manquer du shoot, ça va être laborieux, ça ne va pas être beau. Fred Hoiberg ne prouvera pas que ce sera un grand coach, mais ils vont atteindre le nombre de victoires suffisant pour aller en playoff. Georges, j'y crois pas trop. Je crois que ça va être tellement compacté dans la raquette. Tout le monde voudrait pénétrer, driver. Les défenses vont les attendre. Ils vont laisser Rondo shooter, ils vont laisser Wade shooter. Même Jimmy Butler n'était pas le plus régulier au tir de loin. Et surtout dans le basket moderne, le style que Hoiberg, avec son small ball, voudrait mettre en place, là aussi, il y a des doutes. on va revoir votre top 8 et au passage, ça va laisser quelques secondes à Georges pour nous donner ses arguments pour les Hornets et le Magic, puisque vous êtes sûr de les avoir mis. Moi, je vois, par exemple, Philadelphie gagner 2 fois plus de matchs que la saison dernière, passant de 10 à 20. Je pense que les Magic peuvent gagner entre 5 et 10 matchs de plus, ce qui pourrait les envoyer au moins dans le top 8. Mais en fait, c'est beaucoup plus flou. C'est plus flou à l'Est. À l'Ouest, on a choisi les top 8 tous les deux, on a les mêmes équipes. Là, on n'est pas du tout d'accord parce qu'il y a tellement d'équipes, le Washington, Charlotte, toutes ces équipes-là sont du même niveau, les Knicks, les Magic. Donc, on ne sait pas vraiment quoi penser. Pour moi, Charlotte a trop perdu et Orlando est trop déséquilibré. Bon, c'est vrai, mais en même temps, Vogel est un super coach. En effet, tout à fait. Il a des athlètes, il a des contreurs, ça va défendre, mais on voit en pré-saison qu'en attaque, c'est pas du tout en place encore. Bon, et puis moi, je vous ai donné les Timberwolves pour l'Ouest tout à l'heure, je vous donne les Wizards pour l'Est. Voilà, comme ça, mais pourquoi pas je donne une petite équipe, je vois bien les Wizards se remettre sur les rails. C'est le genre de joueur qui va les Déjà, aider. Hein, parce qu'il fait toutes les petites choses que les autres n'ont pas envie de faire. Ça va faire du bien, et puis on parlait de progression en interne, Bill, Porter, ça peut... J'ai peur pour les genoux de Bradley Bill quand même, mais on verra. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais dans chaque équipe, il y a un joueur comme ça. Oui, c'est vrai. Peut-être cette année, peut-être pas l'année d'après, mais je les pronostique cette année. Voilà pour les Wizards. On passe au zapping de la semaine qui est de retour. Jordan. If your name isn't Michael Jordan, I'm going to eat popcorn. One of the fans in attendance, very generous little guy who was sitting here, pouring offered Kevin Durant nachos. Look at this little cutie with his Odell Beckham Jr. hair. Oh, I thought he was in a little trouble because they guessed right defensively. Clint Capella devrait shooter à la cuillère comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne solution. Mais c'est pas mal, ça rentre.
Georges. Oui, ah bah Rick Barry faisait 90% sur une saison en shootant comme ça. Pourquoi Bon, pas? c'était le petit coup de cœur de ce zapping. Et nous, on va passer au rookie. The Philadelphia 76ers select Ben Simmons. Ils feront partie des curiosités de cette saison. Quel rookie faudra-t-il suivre en particulier? Voici les coups de cœur de nos consultants. Messieurs, 3 rookies chacun. On va commencer avec Georges. Et Georges, tu as choisi Brandon Ingram en premier. Oui, parce que Ben Simmons s'est blessé. Et on sait que bon, à Los Angeles, tout est à reconstruire. Et ils vont bâtir autour de ce joueur. Au début, il va peut-être sortir du banc. Ils ne vont pas lui mettre trop de pression. Mais moi, je le vois mettre pas mal de points. Il va avoir beaucoup de touches, beaucoup de shoots, de ticket shoot, etc. Bon, il est longiligne, mais c'était pareil pour Kevin Durant, sa première saison avec Seattle. Brandon Ingram qui sort de Duke, on va regarder ses stats. Jérémy, n'hésite pas à commenter et à donner ton avis Beaucoup sur le lui. comparent à Kevin Durant justement. Il faut savoir que Kevin Durant en NCAA était quand même à un niveau bien au-dessus Oui, que oui, Brandon Ingram. Après, en revanche, ils ont des qualités similaires, mais Brandon Ingram, on n'en parle jamais, mais me fait plutôt penser à un Tracy McGrady en légèrement moins athlétique à son arrivée en NBA, avec cette même faculté à tout faire en attaque, avec moins de réussite donc que Kevin Durant. Je le vois comme George faire une belle saison, plutôt en sortie de banc, mais avec quand même quelques grosses difficultés, notamment dans les matchs plus physiques. Et puis avec forcément des irrégularités dues à une première année professionnelle. En tout cas, c'est vrai qu'il il a l'air presque encore moins épais que Durant quand il arrive, enfin, même si c'est difficile, mais la comparaison physique, mais McGrady, c'est pas mal aussi. Et puis il y a même nonchalance dans les yeux. C'est vrai. Ça n'a pas empêché George Gervin d'être un des meilleurs marqueurs dans l'histoire de l'NBA, hein, d'être longiligne comme ça. Numéro 2, Georges, c'est un Européen, Dario Saric, qui arrive d'Euroleague. Il tournait quasiment à 12 points et 6 rebonds la saison dernière. Et il va jouer avec Philadelphie. Est-ce qu'il peut avoir un impact dès le début? Bon, son coach, Brett Brown, on est convaincu. Il pense que ce joueur est beaucoup plus mûr. Il n'est pas beaucoup plus âgé, mais son expérience en Euroleague, a joué des gros matchs contre des adversaires plus âgés, plus forts, plus expérimentés que lui. Il s'est forgé, et en équipe nationale croate, où il a des grosses responsabilités. Donc, il s'est forgé une grosse expérience pour un joueur de 22, 23 ans. Et moi, je le vois déjà, comme il est physique dans le jeu NBA, il ne va pas avoir peur, il ne va pas reculer devant les autres. Donc je le vois faire une très bonne saison de rookie. C'est mon vrai coup de cœur parmi les rookies. Il a des qualités similaires à Ben Simmons, mais avec l'esprit gagnant en plus que Ben Simmons n'a pas forcément montré en NCAA. On sait que c'est un joueur décisif, on sait que c'est un joueur très polyvalent, un vrai défenseur et dur au mal malgré son talent. C'est quand même aussi un joueur qui accepte de se mettre au service de l'équipe. Il va faire une très belle saison, il va vraiment aider Philadelphie à passer un cap. Un gros rebondeur Ouais, tout à aussi, fait. il va prendre des rebonds. On reste à Philadelphie pour ton numéro 3, Georges, c'est Joel Embiid. Alors lui, c'est un rookie spécial puisqu'il a été drafté en 2014, c'était le 3e choix, mais il se présente enfin en NBA après 2 saisons pleines de blessures. Exactement. Donc, on l'a vu dans les matchs de pré-saison, alterner des trucs extraordinaires et des trucs un peu médiocres, ce qui est tout à fait logique vu son parcours. Mais bon, moi, je vois l'athlète. Il a un corps extraordinaire, il est mobile, il a quand même des mouvements en attaque, il sait demander le ballon, il peut aller à droite, à gauche. Bon, alors, il ne faut pas qu'il se blesse, il faut qu'il continue de progresser. Il a l'air d'être intelligent et travailleur, donc c'est un peu un pari, quoi. On ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais moi, j'y crois. Intelligent, travailleur et très drôle, hein, si vous le suivez sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un très bon client. C'est une preuve d'intelligence, généralement. Hein. C'est vrai. Ouais, à faire Jérémy. courte, puis c'est un peu comme les enfants de Stranger Things, la série. Tout le monde aime Joel Embiid. Et voilà, et j'apprécierais qu'il fasse une belle saison. Là, tu m'as perdu en fait. J'ai entendu parler de cette série, mais je ne l'ai pas vue. Alors du coup, je ne sais pas de quoi tu parles. Il va C'est pas falloir, grave, c'est pas il va grave. falloir que je me mette à la page. Trop tard. Tiens, petite question subsidiaire. Est-ce qu'il va pousser Jahlil Okafor dehors, Nerlens Noel dehors, les deux? Bah, les deux vont eux-mêmes se pousser à la porte, sans compter Joel Embiid. Il faut qu'il y en ait un qui parte. Tout à fait. Bon, c'est un peu comme Orlando. C'est déséquilibré vers l'intérieur. Il y a trop de pivots. Et ce sont des pivots de talent qui vont intéresser d'autres équipes. Donc, normalement, s'il y a un trade, un échange, un ailier à droit avec un peu plus d'expérience pourrait vraiment encore aider Philadelphie à passer un cap. Jérémy, on passe à tes rookies. Le premier, c'est Thomas Satoransky, qui nous vient lui aussi d'Europe, qui tournait autour de la dizaine de points en Liga et en Euroleague la saison dernière. C'est un joueur que j'adore, un joueur tchèque qui arrive donc à Washington, que tu vois bien en play-off, et je pense qu'il peut les aider à faire une saison en tout cas relativement correcte. Il est capable de tout faire, c'est un grand meneur de 2,01 m, bon shooter extérieur, très bon créateur, qui peut également se décaler à l'arrière, à l'aile, ça sera compliqué pour la NBA, mais un joueur très créatif. Il va sortir du banc, je pense qu'il va prendre la place de deuxième meneur à terme devant Trey Burke.
Il y aura peut-être des difficultés en défense, mais c'est un choix très intéressant pour les Wizards. Comme Saric, c'est-à-dire il a une grosse expérience Euroleague, donc avec Barcelone, donc les matchs à pression, il sait ce que c'est. Et bon, après, il faut qu'il s'adapte athlétiquement par rapport aux joueurs contre qui il va être obligé de défendre. Je pense qu'en attaque, il est créatif, il est à droit, il peut se mettre dans le coin, shooter à 3 points. Gros dunker. Oui, il a montré des dunks pendant la pré-saison qui tournait sur Internet. Par contre, il risque d'être hyper ciblé en défense et là, il risque d'être un peu lent. Juan Hernan Gomez est ton deuxième choix, Jérémy. Là encore, c'est un joueur qui vient d'Europe. C'est le meilleur jeune de Liga en 2016, là aussi autour de la dizaine de points par match. Et le frère de Willy qui, lui, va jouer au Knicks. C'est un ailier fort qui jouait pivot en Espagne, mais plutôt malgré lui. C'est un vrai ailier fort qui peut également tout faire en attaque, hein, capable de pénétrer, capable de jouer au large. Il aime bien jouer au large, mais il ne refuse absolument pas le combat dès qu'il faut aller dans la raquette. Il va justement se battre pour le ballon, pour le rebond. C'est également un bon passeur. Il aura peut-être des difficultés, encore une fois, en défense, mais avec Jusuf Nurkic et Nikola Jokic chez les Nuggets, ils vont vraiment réussir à faire la raquette du futur à Denver. C'est très intéressant. Et Denver, c'est the new San Antonio. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils sont extraordinaires pour aller dénicher à l'étranger des joueurs non américains comme Jokic, que personne ne connaissait. Et eux, ils en font un des meilleurs rookies la saison passée. Et donc, au niveau de scouting, ils s'approchent de ce que fait depuis 20 ans les Spurs. Et on ne les a pas mis en play-off, les Nuggets, mais on en reparlera sûrement pendant la saison. Jérémy, on termine avec Thon Maker, la surprise de la dernière draft, 10e choix des Bucks. C'est juste un joueur que j'ai envie de suivre et beaucoup l'attendent au tournant, beaucoup aimeraient même que ce soit un flop. Après, il faut rappeler que justement dans les joueurs inconnus ou dans les joueurs de grande taille, Milwaukee a déjà fait des précédents de très bons choix avec Giannis Antetokounmpo. Il va faire une saison, encore une fois, il va jouer en D-League, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de temps de jeu, mais il est capable de jouer au large, il est capable également de prendre des rebonds, c'est un bon contreur. Dans 2-3 ans, ce sera vraiment un joueur très intéressant, surtout que Jason Kidd se montre très patient avec les jeunes et je pense que dans le Wisconsin, il aura trouvé l'environnement parfait. Bon, en tout cas, c'est à l'image de cette équipe des Bucks, hein, très jeune. Donc, c'est une année encore pour progresser. Antetokounmpo, c'est un exemple extraordinaire. Personne n'aurait pu imaginer qu'il a le rôle qu'il a aujourd'hui il y a 2 ou 3 ans. Jamais. Beaucoup de profils très atypiques, en tout cas ce sera un régal à suivre. Il y a aussi des Français, ne vous inquiétez pas, on en parlera au fil de la saison. Le French Corner sera notamment de retour. Et des Africains aussi. Et des Africains également. Messieurs, pour terminer, votre rookie de l'année. Moi, je pense à Jamal Murray parce que ça va être compliqué dans la course au rookie. Ben Simmons, Brandon Ingram, je ne pense pas qu'il fera les stats nécessaires pour lui permettre en tout cas de prétendre à ce trophée. Mais Jamal Murray, chez les Nuggets, Gary Harris s'est blessé. Il va avoir un rôle relativement rapidement de suite dans le dispositif de Mike Malone. Donc je le vois bien percer vite. Jamal Murray qu'on a là, 13,4 points, quasiment 5 rebonds et 4 passes pendant la pré-saison. Georges. Je vais rester avec Ingram. Bon, de toute manière, c'est la bouteille à l'encre. Avec la blessure de Simmons, qui lui aurait été archi-favori pour être rookie de l'année, à mon avis, il ne va pratiquement pas jouer de la saison. Hein. Son entourage n'a pas envie de le voir sur le terrain. Et donc, c'est une belle question. Qui va finir rookie de l'année? En tout cas, ce sera une saison hyper intéressante. Au niveau des rookies, on l'a dit, des profils très variés. Donc, ça va être hyper intéressant à suivre. On fera des points réguliers, évidemment. Dans le Hoopcast, on passe au pronostic. Petite nouveauté dans le Hoopcast cette saison, vous l'avez vu, il y a un instant pronostic avec notre sponsor Unibet et on va vous donner un match par semaine. Évidemment, on commence par la première très grosse affiche de la saison. Ce sont les Warriors qui affrontent les Spurs. Georges, sur qui on doit parier? C'est intéressant parce qu'il y a une énorme cote pour les Spurs, plus de 3. Donc moi, je me dis, c'est le début de saison, les équipes ne sont pas vraiment en place. Les Spurs aimeraient bien créer la surprise en allant gagner sur le terrain de Golden State. Et avec une cote pareille, peut-être c'est le moment de prendre un risque. Mais si je suis réaliste, très honnêtement, je vois plutôt l'équipe de Golden State gagner avec 8 ou 10 points d'avance. C'est la logique. Mais si je devais parier, cette cote attire mes yeux. Alors, le vainqueur
pur match, ce serait les Warriors. Et donc, vous parliez des cotes. Chez Unibet, au moment où nous enregistrons, 3,50 pour les Spurs, 1,23 pour les Warriors. Jérémy, qu'est-ce que tu tentes? Pour qui tu paries? Alors, si les Warriors perdent ce premier match, mais ça n'a aucune importance, c'est que tout le monde s'en Bien fout. sûr. On va voir ESPN qui va dire c'est la bah fin là, de cette équipe. c'est la fin des temps, là. Non, je pense que ce sera le premier match de saison régulière sur leur terrain pour les Warriors. Ils vont avoir envie de faire la fête, de montrer de belles choses. Et je pense que San Antonio se fiche de cette période-là, à peu près de la saison. Les Golden State va l'emporter. Moi, je joue radin aussi, je joue les Warriors à 1,23 quand même. Je prends... Ah oui, mais le gars est tellement petit. C'est vrai, c'est le c'est jour vrai, jamais c'est vrai. de prendre un risque. Bon. Hein. Vous avez en tout cas les codes de la semaine. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que si les Warriors perdent, il y a Skip Bayless qui va faire un anévrisme en direct sur la télé américaine. En tout cas, c'est le match avec le buzz absolu pour démarrer une saison NBA. Donc, pour résumer, Georges, on tente les Spurs à 3,50 avec une cote pareille. Oui, c'est ça. On va dire sur le plan comptable. Ça se tente. On va tenir les comptes pendant l'année des pronostics. Vous avez en tout cas ceux de cette semaine. Alors, juste pour le vainqueur du match pur, Warriors pour tout le monde. J'avoue, oui. Allez, les Warriors pour tout le monde, on passe au quiz. Autre nouveauté dans le Hoopcast cette saison, nous allons terminer l'émission par un petit quiz à la fois sur la semaine, sur la NBA en général. L'occasion pour vous de vous tester face à nos chroniqueurs puisque personne ne connaît les réponses à part moi et ça va être parfois très vicieux. Messieurs, on va commencer avec un petit peu d'actualité. Michael Carter-Williams a été transféré à Chicago, rookie de l'année évidemment avec Philadelphie. Combien de triple-double en carrière pour Michael Carter-Williams? Aucune idée. 9, qu'est-ce que je dis? 5. Oh, j'ai aidé. Alors attendez, je vais vous donner 4, 5, 6 ou 7. Voilà, j'avais 4, 5, 6 ou 7. 7. Alors 7 6. pour Jérémy. Allez, pour dire un 6 truc différent. pour Georges. Eh bien, c'était 5. Vous avez tous les deux. Non, mais t'es pas loin. Ouais, non, mais je l'ai dit en premier. Tu en l'as plus. dit en premier, Ouais, non, j'ai pas mais compris pourquoi tu as C'est tout à changé. fait moi, c'est tout à fait moi. Messieurs, une petite question historique. Dans le zapping, nous avons vu Vince Carter en train de dunker. Il a gagné donc le Slam Dunk Contest de 2000, ça tout le monde s'en rappelle. Pouvez-vous me dire qui était en finale contre lui? Tracy McGrady. Et il y en avait un autre, il y avait une finale à 3 à l'époque. Ah. Dis donc. Combien de temps on a- J'y étais, j'ai commenté ça. Il est là le petit piège. Eh bien, oui, je me rappelle de ta voix, j'étais en train de dormir de le regarder sur le canapé. Mais, ah là là. Ah, c'est vrai qu'on se souvient pense que du qu'à vainqueur. Carter et McGrady pour ce concours-là. Alors, quel indice je peux vous donner? Il a joué aux Rockets. Attends, je vous l'ai donné là du coup. Stevie Francis. Stevie Francis. Ah ouais. Ok. Et est-ce que vous arrivez à me donner les autres participants cette année-là? Tu m'en demandes trop. Il y avait, Oula. il y avait Jerry Stackhouse, Ricky Davis et Larry Hughes. Ricky Larry Davis, Hughes, ouais, Ricky Larry Davis qui a fait sa carrière en France, à France, Rouen. ouais, tout à fait. C'est quelle histoire. Mais à fait. Eric Davis, qui avait d'ailleurs aussi gagné ce Slam Dunk Contest, si je ne m'abuse. Je crois pas. Non, je crois qu'il avait participé, Ok. mais pas sûr qu'il ait Mais gagné. il tournait à 20 points par match avec époque, Cleveland à ouais. une époque, et ça, c'est déjà Pas la incroyable. plus belle période de Cleveland. Ouais, juste avant l'arrivée de LeBron James. C'était pas leur meilleur souvenir. Et puis on va terminer parce qu'on va aussi parfois faire des petits quiz vidéo, photos, mais aussi audio. Et donc on va terminer par un blind test. Attention, ça peut aller très vite. Je vais vous demander de me donner l'interprète de ce petit morceau. Paul Harrer en régie. Tu peux envoyer la sauce s'il te plaît. Ah bah ça, je peux pas répondre. Et Alors, Jeremy, là, il est là, tout mais là, dubitatif, Jérémy, il va jamais et trouver. il n'a aucune Je idée. m'attendais absolument pas à ça en fait. Jérémy va jamais trouvé. Est-ce que Paul peut monter le son? Parce que normalement, En vrai, c'est pas mal. Et la photo sur mon compte Twitter. Ça vient de toi. est-ce que tu entends? La photo sur ton compte Twitter. La photo sur mon compte Twitter, Écoute la voix en fond. c'est la couverture de ce disque. C'est un morceau qui s'appelle Vive la France et qui est signé Non, Jean-Jésus. ça s'appelle I Love France. Ah, I Love Friends, pardon. I Love Friends. I Love Friends. Et j'ai fait ça avec Charles Tallard, qui est un très grand producteur et dirigeant du PSG Foot, mais ça remonte à plus de 30 ans. Et en termes de royalty, ça t'a rapporté combien? Rien du tout. J'ai jamais touché à sortir, mais j'étais fier d'aller dans le Fnac à Paris et voir que mon petit disque là était en vente pendant quelques jours. J'attendais que Georges nous dise c'est comme Patrick Hernandez, j'en vis encore, mais je travaille pour le plaisir. C'était en 45 tours ou en 33? Tu te rappelles? Non, c'était juste un single. Un single. En fait, c'était après que Thierry Roland avait fait Il suffit d'un ou deux excités. C'est vrai. C'était la grande période où Plutôt tout le monde- cool. les journalistes, les joueurs de foot aussi faisaient des singles. Et l'autre anecdote, c'était fait avec le frère de Luc Dayan.
Thierry Dayan qui a travaillé très longtemps avec Canal+. Et Luc Dayan, on sait qu'il était l'ancien propriétaire et président du club de Lille de foot. Bon, voilà, c'était notre petit hommage en tout cas pour la venue de Georges, de lui ressortir ce petit titre. On ressortira d'autres choses au fur et à mesure On de peut le l'année. trouver encore sur, Ah oui, sur j'ai le trouvé net. sur Internet, c'est pour ça. Je suis tombé incroyable. là-dessus sur Internet. Georges a eu 1000 vies, quoi. On va encore découvrir des choses sur lui. dans C'est pas pour longtemps. ça, Ouais. c'est pour ça. Voilà comment se termine l'épisode 137 du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle que le Hoopcast est disponible sur Basket USA, iTunes et Dailymotion. Évidemment, pour nous suivre, c'est @Hoopcast sur Twitter, @GeorgesD2 pour Georges, @Jérémy Lebescon. Avec un T. Avec un tel à la fin. Alain Maté pour moi-même, les réseaux sociaux, c'est en fin d'émission. Merci beaucoup, Georges. Oui, je voulais dire bravo à notre équipe technique en régie pour ce premier numéro. Et si vous me permettez, après le hello, hello, c'est bye bye. Et ben voilà, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Merci Jérémy à vous. Lebescon. Évidemment, merci beaucoup à Paul Harrer qui est toujours en régie pour cette saison du Hoopcast. Merci à Johan à la réalisation et merci à toute l'équipe de ce studio d'Infosport qui nous accueille. C'est reparti pour une saison du Hoopcast. En effet, vous avez le droit au hello, hello et je laisse ma place pour la fin à Georges Eddy. Bye bye. That's a humanly impossible